Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. C'est une journée ensoleillée pour ma part. Nous nous retrouvons pour un direct un peu matinal avec Sandy Paulus, du coup, thérapeute initiatique, euh, pour parler du coup de confinement, évidemment, mais surtout de confinement en famille et en couple, voir si c'est un nouveau cap, si on se redécouvre, si c'est génial, ou alors si c'est le clash complet et comment du coup gérer ça. Et du coup, comment, si c'est bien, comment garder cette lignée de bien et comment le garder, pardon, après le confinement. Donc, avant de laisser la parole à Sandy, du coup, je tiens à rappeler que vous pouvez vous poser vos questions en commentaire. Moi, je les regarde, je les épingle. C'est pas grave si on n'y répond pas tout de suite. On y reviendra pendant le live si jamais le sujet, du coup, peut être classé pendant les questions. Voilà. Donc, après ce petit point, du coup, de précision, je vous laisse la parole, Sandy. Vous pouvez vous présenter. Oui, bonjour Charlotte. Du coup, je m'appelle donc Sandy Paulus, je suis thérapeute initiatique. C'est une thérapie en fait que j'ai créée de par mon expérience, mes formations, mes études et les divers enseignements. Et du coup, j'accompagne les couples, j'accompagne les familles, j'accompagne aussi en individuel et j'accompagne les groupes aussi. Et c'est Ok. vraiment, voilà, après c'est un accompagnement très personnalisé, intuitif, créatif et qui se base sur le dépassement des obstacles de notre vie. Vous êtes situé à Bordeaux, c'est ça? Oui, c'est ça également. Mm. Et vous faites de la téléconsultation? Oui, aussi. Ok, ok, super. C'était pour préciser. Oui. Du coup, on va commencer tout de suite par les questions qu'on a récoltées, pardon, en amont, c'est dur le Oui. matin. Oui. Comment gérer les tensions et maîtriser ses émotions dans les familles agitées? On commence dans le dur. Oui. Bah, les émotions, je pense que c'est le thème hein, du moment, c'est ce qui revient le plus. C'est ce Mhm. qui est aussi le plus dur et le plus extrapolé et c'est exacerbé parce que dû au confinement aussi, hein, parce que l'effet confinement accentue les émotions et puis elles Mhm. sont vraiment du coup au sein d'une famille ou du couple ou même déjà au niveau individuel. Et c'est vrai que déjà, je pense qu'avant toute chose, il faut comprendre que maîtriser une émotion, c'est une illusion et que exercer un contrôle sur une émotion qui est de base une énergie Mhm. va être très compliqué et va plutôt la maintenir à l'intérieur et l'augmenter. Donc il y a vraiment plutôt l'idée de venir exprimer les émotions euh, quand elles se présentent. Après, effectivement, toute émotion a une expression différente. La joie va être vraiment quelque chose qui va pouvoir être de l'ordre du partage, se transmettre, quelque chose d'agréable à vivre personnellement, mais aussi pour les autres. Mhm. Quoique des fois, la joie de l'un fait pas forcément la joie de l'autre. Mais bon, ça, c'est autre chose. Oui. Et après, on rentre dans autre chose. Mais effectivement, dans le Mhm. couple aussi, c'est intéressant de voir s'il y a une harmonie au niveau des émotions. Si l'émotion de l'un va susciter la même réaction et la même émotion de l'autre côté, ou alors complètement une émotion différente. Là, j'ai Mhm. pris la joie parce que c'est vraiment quelque chose qui est plutôt agréable à vivre hein, et qui permet effectivement de communiquer sur une émotion agréable. Après, dans le couple, c'est vrai que c'est pas forcément le cas pour l'autre, en fait. L'émotion du partenaire va susciter chez l'autre de l'agacement. Et généralement, c'est ce Mhm. qu'on appelle un effet miroir. C'est-à-dire Ah. qu'en fait, ça renvoie à l'autre soit son incapacité à effectivement exprimer la joie, soit Mhm. c'est quelque chose qu'il aimerait mais qui peut pas, soit c'est quelque chose qu'il a pas et donc forcément là, je reviens à la première. Mais donc voilà, ça suscite un effet miroir. Ensuite, il y a la colère. La colère, dans ce confinement, elle est très présente. Et effectivement, c'est un besoin de venir exprimer ses limites aussi. Et on voit que dans le confinement au sein du couple et de la famille, ça va être quelque chose qui va être un peu compliqué puisque les limites, là, on est un peu les uns sur les autres. Il faut définir un espace personnel. Donc ça, c'est déjà une étape qui peut être importante. Définir un espace personnel au sein de son foyer. Après, voilà, ça peut être une pièce ressource. Alors, quelle qu'elle soit, comme vous pouvez et comme ce qui est possible de faire, parce qu'effectivement, c'est pas forcément toujours adapté. Des fois, ça peut être une salle de bain, des fois, ça peut être une voiture. Voilà, chacun trouve un peu son refuge, mais qui est vraiment un espace de refuge pour chacun. Voilà. Après, il y a la peur, hein, qui est vraiment une émotion de danger et qui vient en fait nous demander et nous poser la question d'une demande de protection en fait dans ce moment-là. Par rapport à la tristesse, il y a vraiment l'idée qui nous permet de faire le deuil du passé et d'aller de l'avant. Elle demande du coup consolation.
Voilà, donc ça c'est un petit panel pour les émotions, mais Mhm. toute émotion en fait est positive. C'est comment on va finalement l'exprimer ou pas qui va faire qu'en fait on va venir cumuler à l'intérieur. Ça coupe en fait. La coupe de la colère, la coupe de la tristesse, la coupe de la peur, la coupe de la joie, mais généralement, bon, elle est plus expressive. Et donc voilà, il n'y a pas en fait, l'idée, c'est pas de maîtriser les émotions, c'est de venir les communiquer, les exprimer. Mhm. Donc c'est aussi parler de ces émotions, c'est dire voilà, aujourd'hui je me sens comme ça, ou là, je sens que voilà, je vais m'agacer ou je m'agace. Et c'est vraiment, comment dire, un effet bénéfique. Parce qu'il y en a souvent vraiment, on voit ça aussi dans le couple ou même avec les enfants. Mhm. C'est souvent l'expression tu m'énerves, tu Ouais, ouais. m'agaces. Et en fait, non, je suis agacée par l'autre ou je suis agacée par ce qu'il me renvoie ou ce qu'il Mhm. fait ou ce qu'il dit. Mais en soi, une autre personne pourrait aussi réagir différemment. Donc il y a en fait quelque chose qui est, on est en réaction par rapport à l'autre, mais parce que l'autre suscite quelque chose chez nous. Mais donc Mhm. du coup, c'est qu'il y a quelque chose en résonance à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est important de, comment dire, de tourner son regard sur ce qui se passe à l'intérieur de nous pour être dans quelque chose de juste à communiquer. Et donc D'accord. effectivement, de dire je me sens comme ça, voilà. Et Donc, la jalousie, ça compte aussi en tant qu'émotion? alors, c'est ce qu'on appelle un dérivé en fait. D'accord. Mais ça découle d'émotions en fait, de Mhm. sentiments aussi. Mais ça fait partie de l'histoire de la personne, ça fait partie de l'histoire du couple. Mhm. Après, c'est tout un vécu ou pas. Et la jalousie, elle vient effectivement. Alors, en période de confinement, euh, généralement, la jalousie, je fais une généralité, c'est pas forcément toujours le cas, mais généralement, la jalousie s'exprime moins. Ou alors parce que l'autre est tout le temps sur son téléphone, qui peut raviver une jalousie, mais Mhm. d'expériences passées. Donc là, il y a vraiment. La jalousie, elle vient en fait se mettre au présent sur des événements passés. Donc il y a D'accord. effectivement après un travail à faire sur l'histoire du couple ou l'histoire personnelle pour voir qu'est-ce qui s'est passé pour la personne dans d'autres contextes ou avec d'autres relations, pour voir si Mhm. effectivement la jalousie a été suscitée, créée ou expérimentée et si elle vient se reprojeter ou se projeter sur la personne. Oups. Ah, pardon. Non, il n'y a pas de souci. Et donc, pour l'idée de comment maîtriser, donc venir exprimer ses émotions, après, au sein du couple, effectivement, de favoriser le jeu, hein, pour Mhm. venir exprimer. Après, on a plus ou moins de facilité à exprimer ses émotions, on a plus ou moins de facilité à se regarder intérieurement pour savoir ce qui se passe intérieurement. Et donc, on peut après utiliser tous les biais possibles qui sont à notre portée et avec lesquels on est le plus à l'aise, en fait. Mhm. Il y en a, ça peut passer par l'écriture. Tout simplement, voilà, venir écrire sur ce qui se passe, sur comment on se ressent, ou voilà, qu'est-ce que ça vient nous susciter. Donc, on peut passer aussi par l'écriture, on peut passer par le dessin, on peut passer par le chant, on peut passer, voilà, par diverses façons. Et le chant est vraiment en plus une très belle façon puisqu'elle vient exprimer oralement quelque chose. Mhm. Et donc voilà, même si c'est pas mettre des mots sur une émotion, on peut faire vibrer une émotion rien qu'avec un son. Et donc effectivement, quand on a une colère, par exemple, et ben, on peut venir exprimer un son un peu grave qui sort vraiment des entrailles. Et pour venir exprimer ça, alors de façon plus ou moins éloignée de l'autre personne, ou alors on prévient la personne en face que c'est pas contre elle, mais que là il y a un besoin d'exprimer un son important dû à une colère Mhm. ou à une émotion un peu importante, sans voilà, sans un peu effrayer l'autre, mais voilà. Ouais. Et je préfère cette alternative à ce qui a souvent été aussi possible de crier dans un coussin. Ah oui. Crier dans un Mhm. coussin, ça étouffe en fait. Le son ne permet pas de s'exprimer vraiment librement. Donc moi, j'invite plus à faire un son qui va être grave, plutôt un A ou un O, qui va être vraiment au niveau du ventre en fait, et qui va sortir avec plus ou moins une puissance en fonction Mhm. de l'intensité qu'on y met, mais qui vient vraiment aussi libérer. Donc il y a plusieurs, voilà, il y a plusieurs façons. Faut prendre celle avec laquelle vous êtes la plus à l'aise en fait, hein. Et après, expérimenter, parce que on peut penser que celle-là nous va et au final pas du tout. Et donc, du coup, on en teste une autre, c'est pas grave, c'est OK. On teste aussi, parce que quand on n'a pas l'habitude et que c'est un peu nouveau, faut faire des expériences, hein. C'est avec les expériences qu'on apprend. Donc voilà, ça c'est pour comment dire, les expressions des émotions. On peut. Et est-ce que je Oui. peux rebondir dessus justement? Est-ce que le A ou le O va pas provoquer ou énerver l'autre en face? Alors, Est-ce que ça risque pas de... si c'est prévenu, si c'est dit, voilà, j'ai besoin d'exprimer ma colère. Alors après, c'est Mais en c'est pas fonction. contre toi? C'est Voilà. ça? C'est genre...
C'est Ok. pas contre toi, mais c'est pour moi. Mm. Ça, c'est une Mhm. formulation aussi très importante à utiliser dans une communication plutôt positive. C'est pas D'accord. contre toi, mais c'est pour moi. Généralement, l'autre comprend, même s'il comprend pas forcément tout ce que ça veut dire, mais il comprend que c'est pas contre lui déjà. Donc déjà, il y a quelque chose qui vient être rassuré Mhm. euh, pour la personne. Mais voilà, et puis c'est une expression, et puis en même temps, c'est mieux que des mots qui peuvent blesser, c'est mieux qu'une agressivité verbale, ou même qui peut être physique. Donc il y a vraiment une décharge. Il faut comprendre que l'énergie de la colère, elle est très importante, elle est très forte. Et si on va chercher à la maîtriser, si on va chercher effectivement à la contenir, c'est là où finalement elle va s'exacerber et elle va devenir pire en fait. Donc c'est vraiment prendre ce temps de faire un A et vraiment le A qui va décharger toute l'énergie de la colère. Après cette énergie, du coup, elle vient s'apaiser et après, vraiment, l'idée de la transformation de la colère, c'est que ça va passer par la créativité. Bizarrement, la colère se transforme en créativité et vraiment venir exploiter cette énergie, parce que vraiment la colère est une énergie, l'utiliser pour créer. Alors après, ça peut être rangé, hein, mais aller dans l'action en fait, l'action positive bien sûr, hein, mais qui va être concrète, qui va passer par un exutoire physique. Voilà. Après, ça Mhm. peut être aussi courir sur place, sauter, Mhm. voilà, un mouvement en fait qui vient décharger vraiment cette émotion de la colère. Voilà. D'accord. Et donc Ok. après, on peut créer des instants de communication aussi, parce que exprimer la colère au moment où la colère vient dans un contexte de conflit ou de tension, effectivement, on n'est pas à même d'avoir un raisonnement, de se poser avec ses émotions, de parler à l'autre correctement. Donc il y a vraiment aussi de faire un stop en fait, que ce soit que ça vienne de nous, voilà, de se sentir que là, concrètement, on peut déborder. Donc c'est de dire stop à l'autre, on arrête la conversation parce que cette conversation est trop pour moi, ou je sens que ça me suscite beaucoup trop de choses. Et déjà, c'est de mettre un stop, en fait, c'est d'arrêter ce qui est en train de se passer, parce que l'émotion va prendre de l'ampleur, surtout à ce moment-là où on ne sait pas forcément comment gérer, et puis l'émotion elle est exacerbée, et forcément, on n'est pas les plus à même de gérer son émotion, en tout cas de l'exprimer correctement. Donc déjà, c'est de dire stop, de prendre un temps de pause, de faire deux, trois respirations. Et après de se calmer en fait. Et ça prend le temps que ça doit prendre pour la personne. Elle va dans son espace ressource, que ce soit la salle de bain, la chambre, la voiture, la cuisine, voilà, tout ce qui est possible, mais un lieu ressource. Et ensuite, revenir, apaiser, voir si l'autre est OK aussi, parce que c'est important de demander à l'autre s'il est OK pour venir un peu parler de ce qui s'est passé ou pas. Voilà. Mais d'avoir l'accord de l'autre aussi, de ne pas imposer, parce que l'autre n'a pas Mhm. forcément le même rythme. Ouais, je vois. C'est intéressant. Parce que j'avais déjà essayé le stop. Et honnêtement, ça marche pas forcément parce que Mm. l'autre derrière va continuer de provoquer et Mm. c'est vraiment dur de pas répondre. Donc, effectivement, ok. Donc, dire stop, mais aussi partir. Oui, oui. Ok. Ok. Très bien. À tester. Enfin, j'espère pas, mais À en à faire tester. l'expérience, oui. Voilà, ça. Parce que c'est vraiment en faisant l'expérience qu'on va pouvoir adapter en fonction de l'autre aussi, parce que la donnée fondamentale, c'est que dans le couple, on est deux. Et donc, on est Mm. deux individus qui peuvent être complètement différents, et généralement, c'est souvent le cas, même s'il y a des complémentarités. Mais on est complètement différents. Donc, on ne réagit pas de la même façon, on n'a pas la même histoire, on n'a pas le même rapport à notre histoire, on n'a pas le même cheminement personnel. Et c'est Mm. vrai que, du coup, il faut comprendre qu'on est deux individus différents qui, en plus, essaye de transposer à l'autre ce que nous on ressent et ce qu'on veut vivre, et nos besoins et nos attentes. On pense qu'en fait l'autre va comprendre en plus, que l'autre sait que. Alors qu'en fait, des fois, pas du tout. Et puis en fonction aussi voilà, de l'histoire de chacun, hein, c'est aussi très différent. Donc vraiment, il y a quelque chose qu'on fait tous, hein, parce que c'est humain, on projette sur l'autre. Donc en fait, ce qu'on Ok. pense à la place de l'autre, on interprète ce que ne dit pas l'autre. Et quand on interprète forcément avec qui on est. Et donc forcément, c'est biaisé, c'est une illusion. Donc il y a vraiment à aller interroger l'autre, en fait. Après, je sais que dans les couples, il n'y a pas forcément, il peut y en avoir un des deux qui communique pas forcément le plus, qui sait pas forcément s'exprimer le plus, ou qui ne Mm. sait pas. Et c'est aussi à prendre en compte et à trouver ensemble. Après, on co-crée en fait une communication. Mais c'est comprendre qu'on est différent. Déjà, c'est la base. On est différent, on n'a pas forcément la même communication. Il y en a un qui peut passer plus par l'écriture que par l'oral. Et donc, on s'adapte en fait. Mais il faut prendre en considération ce qu'est l'autre, et comment il communique aussi. Et comment il ne communique pas aussi. Voilà, c'est important. D'accord. Donc, limite, c'est de savoir comment l'autre communique pour, en cas de colère, du coup, essayer de trouver le même canal de discussion. C'est ça.
Oui, alors s'il y a D'accord. colère, c'est parce que en fait, comment dire, il y a une limite qui a été donc personnelle. Si je ressens de la colère dans une communication, Mm. je la ressens de différentes façons, soit parce qu'il est dit, soit parce qu'il n'est pas dit, soit parce qu'il est exprimé verbalement ou non. Donc, en fait, je suis en réaction. Donc, il y a quelque chose chez moi qui va susciter de la colère. Donc, je Mm. suis en colère par rapport à ce que dit, fait ou pas l'autre. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que cette colère, effectivement, on peut l'exprimer, donc comme je disais tout à l'heure, ou pas, mais dire stop, imposer à l'autre ou pas, imposer c'est un terme un peu fort, mais en tout cas, poser ses limites, parce que la colère, elle vient vraiment être là. C'est-à-dire que là, l'autre a suscité quelque chose chez nous qui est venu au-delà de notre frontière OK, en fait. Elle est Mm. sur une frontière, oh là, on a dépassé une limite pour moi. Et donc la colère surgit. Parce que c'est le mécanisme de défense pour dire, ah, ah, non, là, tu as été trop loin, ou ce que tu as dit a été trop loin pour moi, ou ce que tu m'as fait ressentir là est trop loin pour moi. Et donc, Mm. effectivement, quand on a une expression de ces émotions qui est plus ou moins compliquée, et ben, la colère prend le pas et après, elle peut être démesurée. Donc, il y a vraiment à comprendre que la colère, elle vient parce qu'il y a un problème de limite et de respect de soi-même. D'accord. Donc, de ce que l'autre nous fait ressentir, d'accord? Mm. C'est pas forcément, l'autre n'a pas eu l'intention d'aller au-delà de notre limite. Des fois, c'est le Mm. cas, mais des fois, ce n'est pas le cas. Et donc, ça Mm. montre vraiment comment on interprète aussi quelles sont nos propres limites et qu'est-ce qui vient être atteint, en fait, qu'est-ce qui vient être dépassé dans ce qui était OK pour nous. Ok. Donc, vos conseils pour des familles agitées, c'est de gérer selon l'émotion et selon la personne, donc le canot Mm. utilisé, ses émotions et ce qu'on ressent et pas hésiter à dire stop. Oui, alors après, il y a différents supports Mm. et vraiment, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est bien ce que j'appelle un cercle, c'est de venir se réunir donc en cercle, en tout cas en espace réduit, pas forcément un au bout de la pièce, vous voyez, quelque Mm. chose qui est vraiment qui est contenant en fait. Et l'image du cercle a vraiment cette image-là. Et on vient se réunir en fait avec les personnes qui constituent notre famille, ou même quand on n'est que deux, le couple, hein, parce qu'on peut se Mm. réunir en couple, et se poser, donc déjà en dehors du conflit, en dehors des tensions. Parce que forcément, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on n'est pas à même de parler, de communiquer de la meilleure des façons quand on est en plein dans les émotions. Mm. D'accord? On va vraiment faire un temps calme dans son lieu ressource pour prendre effectivement un peu de distance par rapport à ce qui a été vécu et de venir un peu décharger aussi personnellement et de façon autonome ce qui s'est passé. Et donc ensuite on se réunit à un autre moment, on demande à l'autre on demande à l'autre s'il est OK pour venir se réunir, donc c'est toujours important. Et aussi aux membres qui constituent la famille, aux enfants, c'est aussi très intéressant. Et voilà, de prendre ce temps de dire voilà, on se réunit, on fait un temps de partage aussi, pour que chacun puisse exprimer ce qu'il a envie d'exprimer là. Alors on peut le faire au matin, c'est intéressant de le faire en début de journée aussi, pour venir Mm. voilà, poser un peu une intention commune et en même temps une expression de ce qu'on a envie pour aujourd'hui et aussi de ses émotions. Ça peut être un retour de la veille, ça peut être aujourd'hui, voilà, j'aimerais être dans cette émotion plutôt de joie, voilà, ou j'aimerais comprendre pourquoi j'ai cette tristesse ou cette colère. Voilà, et chacun va communiquer. Donc toujours l'importance du jeu. J'aimerais aujourd'hui ou aujourd'hui, voilà, je me sens telle émotion. On peut faire une météo intérieure aussi, c'est-à-dire comment on se sent. C'est plutôt nuageux. Ça, c'est vraiment aussi un peu ludique pour les enfants qui peuvent aussi Mm. venir l'exprimer par des dessins. Donc, voilà, il faut vraiment s'adapter et c'est-à-dire comprendre aussi que chaque membre de sa famille qui n'a pas le même fonctionnement. Et en fonction des âges des enfants aussi, parce que ça peut être plus ou moins, ils peuvent avoir l'acquisition du langage ou non, ou alors Mm. des difficultés à venir exprimer ses émotions. Mais plus en tant qu'adulte, on va montrer qu'on exprime ses émotions de façon bienveillante, positive et de façon plutôt sereine, plus ça Mm. donne l'exemple aux enfants aussi qu'on peut venir exprimer ses émotions et que les enfants sont dans un contexte du confinement aussi, et ils sont aussi, comment dire, en émotion de leurs parents. Donc forcément, c'est décuplé encore plus. Et un Mm. qui est déjà compliqué pour un adulte, j'ai envie de vous dire, c'est encore plus pour un enfant qui, lui, n'a pas forcément Oui. toute la cognition derrière pour venir complètement exprimer ses émotions verbalement ou posément. Donc, ce qui est déjà compliqué pour un adulte, il faut se comprendre que pour un enfant, c'est encore pire, en fait. Parce que Mm. Tout à fait. lui, il expérimente l'émotion intérieure et il ne sait pas ce que c'est, et donc ça va venir se décharger de différentes façons. Effectivement, Mm. ça peut être un enfant qui tourne en rond, ça peut être voilà, quelque chose d'extrême ou de compliqué à vivre pour les parents, parce que comme s'il fallait canaliser.
Et en fait, c'est là où ce qu'il faut comprendre, c'est que comme pour l'adulte, si on vient canaliser une émotion chez l'enfant, il y a différentes façons de canaliser, mais si on veut stopper l'émotion de l'enfant, on Mhm. vient en fait lui dire non, t'as pas, c'est pas ok cette émotion, non, t'as pas le droit, ou arrête ça, ou c'est pas bien. Alors qu'en fait, il faut venir effectivement avoir un discours qui est plutôt bienveillant. Ah, je remarque que là, tu as l'air d'être en colère. Donc déjà, ça met des mots pour l'enfant qui, au fur et à mesure, va comprendre que Mhm. ah, là, effectivement, donc là, c'est le mot colère. Et puis après, on peut venir exprimer. Il y a plein de livres aussi. Et puis, c'est marrant parce que ça fait la pédagogie de l'enfant sur les émotions, mais bizarrement, ça fait aussi la pédagogie de l'adulte, en fait, sur les émotions. Donc, il y a un partage, il y a une transmission euh, qui va de l'adulte à l'enfant. Et puis, en même temps, l'enfant va commencer à comprendre et va, par mimétisme, faire comme les parents. Et donc, si les parents, effectivement, ont du mal avec leurs émotions, il n'est pas rare de voir que les enfants ont aussi du mal à exprimer leurs émotions ou les expriment de façon exacerbée aussi. Après, ça dépend de la nature des enfants, hein. Là, je vous fais des généralités à chaque fois, mais il faut prendre dans un contexte qui est particulier à chaque fois, hein. Bien sûr. Non, mais c'est très bon conseil, je trouve, d'éduquer les enfants sur les émotions parce que c'est vrai que bon, c'était pas si loin, j'étais une enfant à l'époque. Mais c'est on ne sait pas finalement ce qu'on ressent. On dit tiens, je ressens un truc, mais tu peux pas savoir exactement ce que c'est puisque Mm. tu apprends. Oui. Donc ça peut être vraiment du kiff. Et c'est vrai que dans les familles agitées, contourner plus ou moins les problèmes et conflits par des activités, ça peut être un moyen de communication effectivement très intéressant. Parce que du coup, si on n'est pas à l'aise pour dire ce qu'on ressent ou si on n'a pas envie, puisque bah, ça nous serre à la gorge et que voilà, le fait de dessiner ou d'écrire, effectivement, ça peut être super intéressant. Oui, et même de danser, parce que comme j'expliquais, la colère, parce que par Mm, exemple, si on voit un enfant qui va être agité, effectivement, qui va dans une expression, en fait, mm, voilà, de quelque chose qui va être exacerbé et pas vraiment, qu'on va pas pouvoir canaliser, plus on va vouloir canaliser, plus on va empirer les choses, en fait. mm. Donc, ce qu'il va falloir comprendre, c'est prendre un temps et de défoulement. Parce que là, l'enfant, concrètement, a besoin de se défouler. Il a l'émotion intérieure, ça crée une énergie, et cette énergie, elle a besoin de sortir. Plus on va lui dire, stop, arrête, calme-toi, va te poser là. Alors, effectivement, ça peut venir calmer, ça peut venir réguler. Mais des fois, il y a, dans ce contexte de confinement, hein, toujours, euh, bah, il passe son temps finalement enfermé. Donc, forcément, on vient cumuler l'enfermement sur l'enfermement, plus en lui disant non, arrête. Stop, arrête, calme-toi. Effectivement, venir se calmer, c'est important. Mais là, c'est comme s'il y avait un besoin d'un moment de se défouler. Donc là, moi, vraiment, j'invite à dire, OK, là, je vois que tu as besoin un peu de te défouler. Et donc, en fait, on vient cadrer. C'est ça la différence. On vient contenir et on vient permettre d'exprimer dans quelque chose qui vient être, comment dire, un cadre parental de l'expression de l'émotion qui vient susciter beaucoup d'énergie pour l'enfant. Et donc, en fait, on vient contenir, mais pas enfermer. C'est la différence. En fait, on vient vraiment contenir et on vient. Ça permet de rassurer l'enfant. Et donc là, on Mm. lui propose, ok, je sens que tu as envie de bouger, je sens que tu tournes en rond, et bah ok, je te propose, on met la musique à fond et on danse. Et il faut aussi participer à ça en tant qu'adulte, parce qu'on montre l'exemple. Et c'est la meilleure des façons, c'est le meilleur apprentissage, c'est vraiment, ça va passer par la transmission, mais ça va aussi être de montrer l'exemple. Et donc là, on se défoule avec l'enfant, on danse, on crie, voilà. Et jusqu'à temps qu'en fait, il y a un épuisement de l'enfant, c'est-à-dire que jusqu'à temps que l'émotion, en fait, elle soit exprimée complètement. Et là, on sait, et vous allez voir qu'après, l'enfant est calme. Parce que l'énergie, en fait, l'émotion est sortie, elle s'est libérée, elle s'est Mm. déchargée. Mais pour quel âge? Parce qu'il y a des âges où honnêtement, en tant qu'animatrice, je le sais, ils sont Mhm. inépuisables. Vraiment. Tu peux les faire courir pendant des kilomètres, et les gars tiennent. Donc il y a forcément des âges où il faut pouvoir réguler parce qu'il y a, enfin, je ne veux pas dire qu'il faut le dire tout le temps, et c'est vrai qu'en plus en confinement, te dire calme-toi alors que tu es déjà enfermé, Mm. mais il y a un moment où il faut le dire, par exemple avant le coucher, il faut qu'il se calme. Alors comment on peut, si on le dit pas, comment on peut le faire comprendre? Alors ça dépend aussi de la journée, comment elle s'est passée. Parce que Mm, si on a passé effectivement la journée à dire à l'enfant, calme-toi, reste tranquille, au bout d'un moment, c'est pas possible pour l'enfant. C'est-à-dire mm, qu'il peut effectivement venir, comment dire, écouter les parents et se calmer, se poser. Donc, mais généralement, ça dure pas très longtemps, surtout quand l'expression n'a pas pu, de l'émotion n'a pas pu être, comment dire, sortie. Donc en fait, mm, si on passe toute la journée à dire à l'enfant, calme-toi, reste tranquille, fais ci, fais ça, le moment du coucher est pire. C'est-à-dire que là, peu importe la meilleure pédagogie qu'on peut avoir, ça ne passera pas parce qu'il n'a pas pu se décharger dans la journée. Donc vraiment trouver des temps
pour le Mm. décharger émotionnellement, parce que les enfants, c'est vraiment une éponge émotionnelle, de venir les décharger dans la journée de façon régulière et toujours en adaptant au rythme de l'enfant et de son fonctionnement. Il y a des enfants qui n'ont pas besoin de se décharger une heure, enfin une heure, j'extrapole, mais des fois c'est le cas hein, pour des enfants. Mais il y a des enfants qui ont besoin juste de 5 minutes. Il y a des enfants qui ont besoin de 20 minutes. Et donc, c'est de trouver une façon de pouvoir exulter ce qui se passe pour l'enfant en termes d'énergie et ce qui se passe à l'intérieur de lui. Il faut vraiment ce qu'on appelle des décharges émotionnelles. Mm. Et après, des temps calmes aussi pour venir réguler cette intensité émotionnelle, pour justement créer l'apaisement. Mais donc, ça va être quelque chose qui va être un équilibre à trouver, une harmonie. Mais pour ça, il faut aussi s'adapter à l'enfant et lui poser les questions. Et la question est en fonction de l'âge, effectivement. Il peut faire un dessin, il peut l'exprimer verbalement, on peut suggérer, mais plus on va solliciter l'enfant en lui demandant aussi s'il a envie de faire ça, s'il est OK avec ça, ou même déjà en montrant l'exemple. En disant, voilà, oh là, je sens que j'ai besoin de me décharger. Alors, on utilise les termes les plus appropriés en fonction de son enfant, hein, mais de montrer l'exemple. Et généralement, les enfants suivent. Hein. Alors, ils ont peut-être un temps en fonction de l'âge en disant qu'est-ce qu'elle fait ma mère ou qu'est-ce qu'il fait mon Mm. père ou qu'est-ce qu'ils font là. Mais Mm. après, franchement, il y a un temps où ils vont faire pareil en fait. Parce que finalement, ça donne envie, surtout quand on voit le parent voilà, être OK avec ça et plutôt, comment dire, ça a l'air plutôt Libéré. cool. Oui, Mm. Ok. voilà. Mais oui, Ok. et donc après, c'est en fonction de la journée, comment se passe la journée. Et le soir, effectivement, le soir est une porte ouverte aussi. Puis après, en fonction de l'enfant, des difficultés aussi d'endormissement qu'il a pu avoir en dehors du confinement, voilà, il y a aussi tout un contexte à prendre en compte. Il y a le confinement, mais il y a aussi un avant-confinement et il y a un Mm. pendant-confinement. Donc il y a aussi une adaptation parentale. Alors je sais que ça demande aussi beaucoup aux parents. Et donc c'est pour ça qu'en fait, il faut venir réguler l'ensemble de la famille. Si chacun trouve un temps et donc permet de respecter effectivement le temps de chacun. Et donc après, si effectivement on est en couple et on est deux, de demander à l'autre de répartir les tâches, de répartir le temps avec les enfants pour permettre un équilibre et pour que chacun puisse avoir un temps pour soi, pour justement déjà émotionnellement pas remplir notre couple à émotion et pas venir effectivement être exacerbé par telle émotion, par un petit rien à un moment donné. Et donc Mm. voilà, donc trouver un équilibre familial ou personnel déjà dans ce contexte-là, d'avoir effectivement un temps de pause, un temps de ressources, un temps d'équilibre avec soi-même. Et voilà, pour pouvoir souffler aussi, parce qu'on est aussi adulte, hein, il n'y a pas que les enfants. Et donc forcément, voilà, c'est un temps de pause nécessaire. D'accord. Bon, je pense qu'on a bien fait le tour des familles et des émotions avec les enfants. Est-ce qu'on ne passerait pas à un petit point positif par hasard? Par exemple, ça se passe super bien en confinement avec lui, donc je suppose le partenaire. Mhm. Comment faire pour que ça dure après aussi? Et comment faire pour que ça dure maintenant encore, je suppose. Alors, pour perdurer dans ce qui est créé pendant ce confinement, Mm. au niveau du couple et dans ce qui est plutôt positif, alors j'ai envie déjà de dire, de manière générale, la base est la communication. Hein. Oui. Et donc, je pense que déjà, si c'est harmonieux, il y a quelque chose qui s'est instauré en fait. Il y a quelque chose qui, le confinement a permis finalement peut-être de se retrouver ou d'améliorer finalement comment dire, la vie ensemble et a permis aussi peut-être des prises de conscience. Peut-être que l'un va prendre conscience de ce que peut-être l'autre faisait plus ou moins. Enfin, il y a des prises de conscience qui peuvent émerger, du coup, créer une harmonie et en fait, quelque chose vient comprendre l'autre en fait dans ce qu'il est, dans ce qu'il vit. Et généralement, il y a de la communication. Donc, comment faire perdurer ça? Bah, toujours communiquer et toujours en s'adaptant. C'est-à-dire qu'après, avec la reprise effectivement du travail progressif ou en fonction des contextes, en fonction des métiers, d'avoir ces temps où on peut se retrouver et finalement d'être dans une continuité de ce qui a été créé pendant le confinement mais en l'adaptant à l'après-confinement, avec en fonction voilà, de ce qui pourra se passer après le confinement, avec le travail, avec le temps imparti de chacun à l'extérieur, et de venir voir comment on peut se retrouver quand on est ensemble, et de favoriser des moments de couple, voilà, pour continuer sur cette belle lancée. D'accord. Mais Ok. généralement, l'harmonie instaurée pendant le confinement, surtout que là, ça fait quand même un certain laps de temps maintenant, donc Ça il y a des continuer. choses, il y a des choses qui ont déjà été, comment dire, acquises en fait. Il y a des choses qui Mm. sont venues à s'instaurer. C'est juste
comment dire, prendre en considération ce qui va se passer après confinement et ce qui va un peu venir, comment dire, apporter une nouveauté dans l'harmonie qui a été créée pendant le confinement. Donc il y a vraiment un temps à retrouver et effectivement à venir communiquer si Il n'y a pas un risque, je veux dire, que ça bouleverse justement cette harmonie, parce que là, honnêtement, bon, ça peut arriver effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, la jalousie de voir tout le temps l'autre sur le téléphone, mais sinon, ça a totalement été écarté finalement cette option-là, et vivre avec son partenaire finalement, oui, c'est redécouvrir certes, mais c'est aussi passer énormément de temps avec. Alors est-ce que l'après-confinement, du coup, se dire, bon, c'est bon, on a passé 2 mois ensemble, maintenant on va un peu voir nos potes, ça va pas créer justement cette coupure un peu peut-être brutale? Comment on peut, je sais pas, se préparer à ça finalement? je pense que, je pense que vu que l'après-confinement va être plutôt progressif, je pense qu'il y aura forcément un engouement d'aller à l'extérieur, il y aura forcément un engouement d'aller retrouver des amis, il y aura forcément un engouement de retrouver ses proches qu'on n'aura pas vus. Et ça va être propre à chacun et en fonction de comment il a envie de le vivre aussi. Mais vu que c'est comme si, j'aime bien prendre l'idée de la coupe, hein, mais c'est comme si on était venu remplir déjà en tant que couple, notre couple, et d'harmonie et d'amour. Et en fait, il y a eu du partage, il y a eu des choses qui ont pu être créées, il y a pu y avoir des nouveautés. Enfin, il y a plein de choses qui se sont venues se mettre en place dans ce couple-là. Et vraiment, l'idée du confinement qui est long a normalement permis des acquis, en fait. Mm. Parce que ce temps-là est long et donc forcément, c'est pas l'histoire d'une semaine en fait. Donc là, il y a une base qui est plutôt longue qui a permis justement d'installer et d'instaurer dans le couple des changements aussi positifs. Et Mm. donc l'après-confinement, généralement, on va être deux. Et donc on va aussi, en tant que la personne, on va être deux à vouloir aussi retrouver un extérieur. On va être deux à vouloir aussi retrouver ses proches, ce qui est tout à fait normal. Le tout va être de communiquer. Et après, Mm. s'il y en a un qui se sent, comment dire, en manque, par exemple, de l'autre, de son conjoint ou de sa partenaire, etc., et ben, il faudra l'exprimer, effectivement. Mais ce qui est dans l'histoire du manque, en fait, ce qui est très commun et ce qui est très universel, quand Mm. on a un manque d'intérêt, quand on a un manque de reconnaissance, quand on a un manque d'amour, donc c'est déjà personnellement, on a ce manque, on va demander à l'autre de combler ce manque. Et c'est humain, hein, c'est très universel, on le fait tous parce que c'est la première réaction en fait. Comme si c'était inné, on l'a pas, on cherche à ce que l'autre nous l'apporte. Mm. Mais dans ce contexte-là, c'est aussi illusoire en fait, parce que l'autre va venir remplir de façon généralement éphémère et des fois pas forcément de la bonne façon à laquelle on s'attend. Donc on est très souvent déçu aussi de comment l'autre répond à nos besoins. Et donc, Mm. pour reprendre l'image, c'est comme si l'autre avait des bagages autour de lui, hein, et que dans ces bagages, il avait, par exemple, ma confiance en moi, il avait mon amour ou l'amour que j'ai besoin, qu'il avait l'estime de moi, qu'il a, comment dire, toutes ces choses qui me manquent. Et en fait, de le voir partir, c'est comme si, en fait, pour moi, je voyais partir tout ça. Je voyais partir ma confiance en moi, mon estime de moi, l'amour qu'il a pour moi. Et donc, forcément, créer une angoisse. Mm. Donc, il faut vraiment venir installer déjà un travail personnel. Si j'ai besoin, s'il me manque ça, c'est que j'ai un besoin. Il faut déjà que j'arrive à trouver en moi. Alors après, on peut être accompagné hein, pour faire un travail, mais pour justement déjà travailler sur soi, sur qu'est-ce qui nous manque et pas demander à l'autre parce que sinon on est très souvent déçu, on a des attentes et en même temps, s'il y répond, ça veut dire que c'est lui qui détient la clé de notre amour ou de l'amour, voilà. Et donc, il y a Mm. effectivement quelque chose à prendre en compte de travail personnel sur quels sont nos besoins, quels sont nos manques. Et donc, en fait, quand l'autre s'éloignera, quand c'est équilibré, bah, finalement, l'autre peut s'éloigner sans avoir de manque. Puisque du coup, il part pas avec ce qu'on a mis, ce qu'on lui attribue, en fait. Mm. Et donc, quand c'est harmonieux, euh, effectivement, il pourra aller voir ses amis. On sera Mm. rassuré, il n'y aura pas de contexte de forcément d'angoisse puisque il y aura eu notre coupe pleine, tout ça, et puis après on va pouvoir se régénérer aussi personnellement et dans un travail aussi, voilà, de répondre à nos besoins aussi. Et puis en même temps, tout en ayant envie d'aller aussi voir ses proches, ses amis, et Oui, que ça va faire du bien. Donc ça peut être séparément, mais ça peut être aussi ensemble. On peut avoir des amis communs mm. et Oui, avoir envie d'aller ensemble voir les amis. Donc il y a des mm. choses qui peuvent aussi se faire ensemble. D'accord. Et pour les couples qui justement se clashent un peu en ce moment, enfin, quel conseil leur donnerez-vous pour communiquer correctement, pour aborder des sujets délicats, par exemple argent, période d'incertitude, santé d'un proche, toutes ces petites choses qui peuvent piquer un peu au quotidien finalement?
Ouais, alors généralement, on reste sur les émotions, hein, c'est vraiment tout ce qui va être peur, on est dans une émotion. Et Mm. pareil, hein, j'en reviens au début, c'est l'exprimer, hein. Alors après, si on n'a pas envie de l'exprimer à l'autre, on peut effectivement venir l'exprimer personnellement, c'est-à-dire on se prend un espace, un temps et on vient dire, voilà, j'ai à voix haute, c'est très important de venir l'exprimer à voix haute. Là, j'ai peur financièrement, j'ai peur de la suite pour après, je sais pas comment va se passer là, Mm. ça m'angoisse. Et après, venir faire des respirations, mais aussi des sons, parce que vraiment, comme je dis, il y a vraiment une expression à avoir, qu'elle soit verbale, qu'elle soit par le son, qu'elle soit par la danse, qu'elle soit, voilà, il faut vraiment prendre en considération qu'il faut venir l'exprimer. Plus on le garde, et C'est s'exprimer ou c'est s'entendre l'exprimer qui compte, finalement? euh, Ah, question dure. ouais, mais il y a déjà l'expression, c'est vraiment l'idée qu'il faut que ça sorte à l'extérieur. Mm. Une expression de soi, une expression corporelle, une expression physique, une expression émotionnelle. Et donc, effectivement, après, quand on exprime ses peurs, il y a aussi une partie de nous qui entend ce qu'on dit. Et Mm. donc, qui vient aussi réguler en se disant, ah, c'est exprimé, donc ça se joue à différents niveaux, hein. Ça se joue au niveau émotionnel, énergétique, mental, psychologique. Et donc, en fait, on vient réguler un peu tout ça, on vient refaire circuler aussi l'énergie. Et donc, après, si on exprime verbalement, ça arrête aussi le mental, parce que le mental, sinon, il tourne en boucle, en fait. Mm. Et donc, il y a vraiment cette idée que l'expression verbale vient déjà atténuer l'aspect mental qui peut, lui, ressasser, tourner en boucle. Même le fait d'écrire, en fait. Parce que, pour vous donner un exemple, tout ce qui est to-do list, si les Mm. to-do list, on les garde dans notre tête, elles restent que dans notre tête. C'est-à-dire que le mental va faire des petites alertes. Ah, là, est-ce que tu as pensé à ci? Tiens, attends, là, il y avait ça. Donc, en fait, il y a l'écrire. Parce que le cerveau va savoir que c'est posé sur une feuille, Mm. garder en mémoire. Et donc, du coup, il n'aura pas à se dire, ah, il va pas se remémorer toute la liste, il va se dire, ah, tiens, qu'est-ce que j'ai noté sur ma liste? Et il va aller voir la liste. Ouais, d'accord. Donc, ça enlève des charges mentales, en fait. Il y a ça. Mm. Voilà. Ok. Du coup, quelles sont les activités pour entretenir cette relation et ces liens entre couples ou des techniques pour favoriser la communication au sein d'un couple, que ça aille bien ou que ça aille pas bien, hein. Je veux dire Mm. voilà, quelles sont les activités à favoriser? Alors, je pense il faut amener de la créativité. Il faut Mm. amener du jeu, il faut amener de la légèreté, il faut amener des choses qui sont vraiment joyeuses aussi pour chacun. Et vraiment, l'idée de la créativité, elle est là. Elle passera pas forcément par une expression artistique ou quoique, hein, c'est possible. Mais la créativité, ça peut être instaurer des jeux. Ça peut être. Alors après, on peut s'inspirer de ce qui peut se faire aussi. Sur Mm. Internet, on peut trouver des exemples de comment être créatif dans le couple. Voilà. Et donc, ça passe par des petits jeux. Ça passe, par exemple, on peut se faire plein de petits mots avec ce qu'on aurait envie de faire ensemble dans le couple. On met ça dans une jarre ou dans un pot. Et chaque jour, on pioche. Et donc, celui qui pioche, effectivement, fait l'exercice proposé, par exemple. Mm. Et voilà, ça peut Après, je être. tiens à préciser couple et famille, hein. Je mets les deux en même temps. Oui, Mais ok, ça marche pour les deux de toute manière. Donc, oui. mm. Mais c'est vrai que voilà, donc là c'était vraiment plus pour. Enfin, c'était plus. Là, l'exemple que j'ai donné était pour le couple, mais c'est vrai que ça peut être Mm. adapté aussi pour la famille, c'est-à-dire que chacun y mette un petit mot de ce qu'il a envie de faire dans la journée ou de partager et voilà, et c'est pioché à tour de rôle et chacun prend le temps de faire ce qui est sur le papier. Donc, c'est vraiment aller chercher et ce confinement vraiment permet ça en fait. Il nous permet d'aller trouver à l'intérieur des ressources. Il nous permet d'aller au-delà de ce qu'on a pu connaître, au-delà de ce qu'on a pu transmettre, éduquer, partager. Ça va aller puiser dans nos ressources, en fait, dans ce qu'on est, dans notre créativité, ça peut être aussi notre intuition. Et c'est vraiment une opportunité. C'est une opportunité au changement, c'est une opportunité à faire différemment sur les choses qui nous convenaient pas avant, à s'améliorer, à cheminer personnellement, voilà, et d'instaurer ces moments qui vont être conviviaux en fait, qui vont être du partage, qui vont être de la transmission, qui va passer par différentes choses. Et effectivement, la créativité est un très bon support pour une expression plutôt dans la joie et dans le partage, avec la légèreté, rire, voilà, instaurer des jeux de société, mais pas que, ça peut être des jeux concrets complètement. Enfin, on peut avoir
peu de support physique et pourtant avoir une créativité qui permet de trouver des jeux sans, sans support physique. Ça peut être voilà, des jeux qui va passer par l'oral et, euh, et qui peuvent être adaptés en fonction des enfants, de l'âge, etc. D'accord. Euh, du coup, c'est de créer des activités créatives, que ce soit danse, écrit, dessin. Et si je peux me permettre, du coup, n'hésitez pas à utiliser vos cartons ou vos plastiques pour faire des do-it-yourself. Il y a énormément de vidéos de petits trucs sympas à faire, que ce soit pour enfants ou adultes, hein. Il y a tout. Il y a même des paniers pour plantes. Donc, vraiment, il y a tout. Après, si c'est vos enfants qui les font, c'est encore mieux, je veux dire. Voilà. Du coup, si on repart au niveau du couple, est-ce que vous conseillerez que le confinement peut être révélateur justement de si il vaut mieux continuer ou pas ce couple? Est-ce que ça peut tenir ou pas? Oui. Ou est-ce que du coup, il faut quand même se dire que c'est le confinement, que c'est assez exceptionnel, que bon, c'est peut-être que les tensions jouent aussi un peu? Alors, je pense qu'il y a les deux. Je pense Voilà. qu'effectivement, le confinement est un révélateur aussi. Un révélateur du fonctionnement du couple, dans Mhm. les travers comme dans le positif, en fait. Ça vient révéler, ça vient... et vraiment, ce terme, ce mot d'exacerber, je pense il est vraiment adapté parce que ça vient exacerber dans un confinement, on est enfermé avec soi-même, on est enfermé avec les autres, tout est exacerbé, que ce soit les émotions, les ressentis, les sensations, tout va être effectivement en plus. Mhm. Donc forcément, on n'est pas dans un équilibre personnel déjà. Donc c'est pour ça qu'avoir ces temps de ressources et pauses personnelles est très important. Mais effectivement, ça va exacerber les sentiments, ça va permettre de révéler aussi ce qui n'allait déjà pas, ce qu'on ne voulait pas voir, ce que l'extérieur permettait de nous échapper, ce qui on permettait de fuir aussi, de ne pas voir ce qui n'allait pas. Donc Mhm. vraiment, il y a cette idée de révélateur. Là, je parle dans le sens négatif, hein. Il y a aussi Mhm. le D'accord. révélateur dans le sens positif, hein. Mais Mhm. dans le sens négatif, effectivement, c'est comme si d'un coup, il n'y avait plus d'excuses au préalable qui étaient valables. Oui, mais Mhm. là, j'ai pas le temps. Oui, mais là, tu comprends, j'ai plein de boulot, faut que je rentre tard. Oui, mais nana, j'ai pas eu le temps, mais j'allais le faire. Là, j'ai envie de vous dire, les excuses d'avant ne sont plus possibles dans ce confinement. Ou Il y alors, a de nouvelles, hein, mais oui, bien sûr, mais, mais là, les excuses d'avant ne sont plus valables. mhm. Donc bizarrement, on ne peut plus les utiliser. Ou alors quand on a commencé au début du confinement à essayer de les replacer, on a compris vite fait que c'était pas forcément adapté. Donc on est Mhm. parti dans des conflits et des tensions. Mais donc du coup, il y a quelque chose effectivement à prendre en considération. Et donc c'est-à-dire le temps qu'on a envie de passer avec l'autre aussi. Et Mhm. ça, c'est une notion importante qu'on ne sache pas faire ou qu'on n'en ait pas envie. Ou voilà, il y a plusieurs choses qui peuvent se mêler, mais c'est intéressant et c'est révélateur. Finalement, est-ce qu'on a envie d'être avec l'autre? Est-ce que l'autre, finalement, dans ce qu'il est, dans ce qu'il n'est pas, est-ce que c'est quelque chose que j'accepte? Parce que Mhm. l'acceptation et l'amour, en fait, c'est accepter l'autre comme il est, mais comme il n'est pas aussi. C'est ça l'amour. Alors Ouais, après, c'est très beau. j'ai envie de dire, je fais quand même, il y a plus que ça dans l'amour, hein. Mhm. Mais là, dans cette période-là, ça met vraiment à mal ça, notre capacité ou notre envie d'accepter l'autre comme il est ou comme il n'est pas. Et donc, généralement, on ne va pas accepter ce qu'il n'est pas, et donc on va lui reprocher ce qu'il n'est pas ou ce qu'il ne fait pas. Mhm. Et donc, effectivement, on amène effectivement des conflits, mais parce que déjà intérieurement, on se pose la question. Donc, après, en fonction de comment on amène les choses, et ben, on va l'exprimer de plus ou moins facilement et avec des mots plus ou moins justes et avec des émotions plus ou moins exacerbées ou pas. Euh, et donc, c'est ça. Mais notre capacité, ce qu'il faut comprendre, c'est que Mhm. ce qui se passe au niveau relationnel et du couple, c'est un effet miroir, ce que nous renvoie l'autre, vraiment. Euh, quand, par exemple, il ne fait pas certaines choses ou elle ne fait pas, parce que je Oui, mets les oui, oui. parce que Mais sinon, les deux. Mhm. mais dans ce qu'il ne fait pas ou dans ce qu'elle ne fait pas, ça renvoie à l'autre un agacement généralement, mais ça peut aussi être très bien vécu. Parce qu'on est en équilibre personnel. Mais quand c'est mal vécu, ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'autre nous renvoie soit quelque chose que ben, nous aussi, en fait, on n'aimerait rien faire là, à ce moment-là. Euh, Mhm. mais c'est ce qu'on ne s'autorise pas à faire. Donc en fait, il y a quelque chose qui vient. Il y a autant de l'énervement contre l'autre que contre soi-même. Parce que en fait, l'autre nous renvoie ce qu'on ne fait pas ou ce qu'on aimerait faire aussi. Ou alors ce qu'on ne tolère pas du tout. Mais c'est D'accord. aussi ce qu'on ne tolère pas chez soi. Il y a une Le forme fait d'injustice ou de jalousie finalement.
entre la réaction qu'a l'autre? Il y a Enfin, entre ce que fait l'autre. Pardon. Oui, parce que ça peut aussi susciter ça, ça peut susciter une forme d'envie, être Mm. d'envie de faire comme l'autre, mais comme si on s'autorisait pas personnellement à finalement prendre un temps de pause. Mais ça va être en fonction de nous, en fait, ça va être en Mm. fonction de pourquoi on ne veut pas prendre un temps de pause, pourquoi finalement on s'oblige à faire quelque chose, puisque l'autre nous renvoie effectivement, bah lui il fait pas. Mais lui, pourquoi il fait pas? Pourquoi il va pas faire en fait ce que moi je fais? Et on est toujours dans un comparatif en fait. Et c'est là où ça crée un effet qui va être illusoire, biaisé, qui va pouvoir amener des tensions et des conflits parce qu'en fait, Mm. on va pas autoriser ce que l'autre fait alors que c'est aussi ce qu'on aimerait faire en fait, ne rien faire. Mais on se l'autorise pas à soi-même et donc on crée proportionnellement comment dire, un conflit intérieur aussi en fonction de ce que l'autre nous renvoie. Donc il y a en fait l'autre va être aussi un révélateur de ce qui nous manque ou de ce qu'on est aussi et qu'on n'accepte pas. Et voir l'autre de manière générale, hein, j'entends dans le couple, mais après on peut le voir aussi de manière très générale. Dans la vie Mm. de tous les jours, ceux qui nous énervent sont les meilleures personnes pour notre développement personnel. D'accord. Génial. Pourquoi? Parce que je suis en réaction par rapport à Mm. l'autre. Si j'ai un agacement par rapport à l'autre, si je me pose et que je me dis, tiens, qu'est-ce qui m'énerve chez l'autre? Ah bah là, l'autre, elle m'énerve parce que comment elle se montre, c'est extraverti, elle se met dans des états pas possibles. Mm. Et en fait, je suis en réaction par rapport à cette personne. Donc c'est bien qu'à l'intérieur de moi, quelque chose résonne par rapport à ce que me montre l'autre personne. Et Mm. généralement, ça me résonne de la façon de, soit c'est quelque chose que je n'ai pas et que l'autre montre et que moi j'aimerais avoir mais que je ne m'autorise pas, soit c'est Mm. quelque chose que j'ai mais que je ne veux pas du tout, je veux pas du tout être ok avec ça et je veux pas être comme ça et donc je réfute ça à l'intérieur de moi. Mais donc l'autre est un révélateur de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc, si on comprend ça, l'autre permet un développement personnel magique, en fait, et formidable. Et ça, valable pour toutes les personnes, tout ce que nous renvoient les autres. Et c'est vraiment un travail personnel qui va amener beaucoup de changements parce qu'on va devenir finalement avec nous-mêmes bienveillants, on va comprendre ce qui se Mm. passe sur nous, en quoi ça résonne pour nous et donc finalement aller le travailler. Et après, l'autre pourra être ce qu'il est parce qu'on aura compris ce qu'on était. Et donc on aura accepté ou en tout cas changé ce qu'on ne voulait pas. Et donc l'autre, en fait, on lui laissera l'opportunité d'être ce qu'il veut puisque ça lui appartiendra. Et on sera plus en réaction. Donc, bien sûr, ça fait très utopique, ça fait très monde des bisounours, Mm. mais, mais c'est source de développement et on commence. Alors, j'ai envie de vous dire, le lien avec la famille est magique pour l'effet miroir parce qu'effectivement, qui n'est pas énervé après quelqu'un de sa famille? Hein? Mm. Donc voilà, et donc après, forcément, à travailler, c'est très intéressant, mais aussi de, voilà, de poser sur papier qu'est-ce qui nous énerve chez l'autre. C'est déjà aussi un temps de travail intéressant pour savoir finalement qu'est-ce qui m'énerve, mais qu'est-ce qui me renvoie, pourquoi je suis en réaction à telle et telle chose. Ça fait partie généralement de son histoire, son expérience, mais ça fait aussi partie de son rapport avec soi-même. Mm. Je comprends, ouais, tout à fait. Surtout que la famille, c'est un peu des traits de caractère quand même qu'on partage. Donc, beaucoup. Ou qu'on partage pas, et c'est là où Oui, justement. ou vraiment l'inverse, effectivement. Mm. Hmm. Mais en soi, c'est quand même révélateur de beaucoup de choses. Mais du coup, enfin, c'est quoi vos conseils justement pour, ok, parce qu'on le voit, d'accord, ça peut faire mal, ça peut faire du bien, ça nous développe dans tous les cas, mais comment faire pour l'assimiler plus vite ou correctement finalement? Alors Ce que déjà, je veux dire par là, c'est que ça de, crée des conflits. déjà, Mm. de prendre une personne qui nous énerve vraiment dans notre vie de tous les jours. Voilà, ça peut être vraiment une personne de sa famille, ça peut Mm. être une personne extérieure, collègue de Mm. travail, ami aussi, hein, parce qu'on a des amis qui nous énervent beaucoup. Voilà, on est dans un contexte où finalement l'énervement, elle est sur pratiquement toute catégorie de personnes, etc. Et donc, Mm. c'est de se poser, de se prendre une personne et de se dire, OK, je vais noter tout ce qui m'énerve chez cette personne. Et on note. Et ensuite, pour chaque phrase qu'on aura notée, ou chaque expression, chaque paragraphe, hein, en fonction de comment on a envie d'écrire ou pas, de se dire est-ce que c'est quelque chose que je m'autorise ou pas? Est-ce que c'est quelque chose que j'aime moi ou pas? Et déjà là, on va amener une réflexion. Est-ce que là, quand je dis que je suis énervée par rapport à lui parce que il ne fait rien,
Est-ce que Mhm. c'est quelque chose que je m'autorise, moi? Est-ce que c'est quelque chose que j'accepte chez moi? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai? Voilà, on va dire ces trois petites questions de se poser à chaque fois qu'on a écrit sur ce qui nous énervait chez l'autre. Et déjà, là, on va être dans une réflexion. Et ensuite, après passer la réflexion, l'étape d'après, c'est est-ce que j'ai envie de changer ça ou pas, hein. Parce que Ouais. si on n'a pas envie de le changer, euh, on ne changera pas. Donc j'ai envie Mhm. de dire, il faut vraiment venir après s'interroger si c'est quelque chose qu'on veut changer ou pas. Et si on veut le changer, ok, bah, qu'est-ce que je peux mettre en place? Ok, donc maintenant j'ai compris qu'en fait, ce que je lui reprochais, c'est ce que je ne faisais pas pour moi. Ok, et bah, ça veut dire que maintenant, il faut que je mette concrètement en place quelque chose en action. Bah, qu'est-ce que Mhm. je peux faire pour moi? Qu'est-ce que je peux faire pour prendre un temps pour moi? Puisque c'est ce que je lui reprochais, puisque c'est ce que je n'avais pas. Et donc, du coup, maintenant, je m'autorise à mettre en place quelque chose pour moi que je ne m'autorisais pas à faire avant concernant quelque chose à faire pour moi. D'accord. Et limite, du coup, le faire ensemble. Oui, ensemble ou séparément. Après, à Oui, voir oui. Ça comment va être. le contexte. Mais Mhm. il y a vraiment ces étapes-là. D'abord, observer, écrire, Mhm. prendre conscience, se demander si effectivement c'est quelque chose qu'on a envie de changer ou pas. Et ensuite, si on veut le changer, on met en place dans l'action, parce qu'il faut toujours mettre en place dans l'action, dans le concret. C'est Mhm. que comme ça qu'on peut l'intégrer, ça passe par l'expérience. Et donc après, on s'autorise à faire ce que l'autre finalement nous renvoyait, qui nous énervait, qu'on ne s'autorisait pas à faire et que du coup maintenant on veut changer. Et donc du coup pour changer, on met en place en action. Et Mhm. donc on s'autorise à rien faire. Voilà. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que généralement au départ, les personnes dans le travail thérapeutique me disent souvent, oui, mais je peux pas, oui, mais du coup, comment ça va être accepté, oui, mais du coup, maintenant, si je change, comment les gens, ils vont plus me reconnaître, ils vont pas Mhm. comprendre que j'ai changé, etc. Et donc là, je leur explique que c'est bien une construction du mental. Pour l'instant, ça reste qu'une supposition. Le meilleur moyen de savoir, c'est de le tester. Puisque tant que vous ne le testez pas, ça reste qu'une supposition, que l'idée que potentiellement les gens pourraient penser ça, et même s'ils peuvent le penser, parce que ça peut être une réalité, ils ont le droit Mhm. de le penser. Ce qui est important, c'est comment on le vit, qu'est-ce qu'on en fait, nous, avec nous-mêmes, de cette action. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des questions aussi qui vont être, oui, mais par exemple, voilà, moi j'ai très envie de rien faire, parce que j'en ai marre. Et là, les personnes me disent, oui, mais du coup, j'ai peur de rien faire pendant 3 semaines. Ouais. Oui, de exagérer sur. Oui, Ok. c'est ça, Ça peut. d'être dans l'exagération. Et là, je Mhm. leur explique, donc déjà toujours, ça reste que l'idée que, déjà de venir l'exprimer. Et généralement, c'est en fonction du besoin. C'est-à-dire que pour des personnes, ça va passer par 5 minutes. C'est-à-dire que enfin s'autoriser à faire quelque chose qu'elles ne s'autorisaient pas jusque-là, et ben ça dure des fois 5 minutes. Et même elles, les personnes, hein, elles sont extrêmement surprises que finalement, en s'autorisant à faire quelque chose qu'elles ne s'autorisaient pas à faire avant, et ben ça a duré 5 minutes. Et qu'après, D'accord. Et 5 minutes, ça suffit. Mhm. oui, parce qu'après, en fait, c'est juste déjà les étapes de s'autoriser à faire, d'être Mhm. dans ce moment à faire, et en fait d'être rechargé pleinement, et ça passe par 5 minutes. Pour d'autres personnes, ça va passer par 1 heure, mais c'est en fonction de son besoin, comme j'expliquais. En fonction. Et, Oui. pardon. Non, mais bah, c'est pour après. Je pensais que du coup, c'était. Mais c'était juste qu'en gros, ça me pose une question. Si on change, justement, est-ce que c'est bien ou c'est mal? Parce que changer pour l'autre, finalement, c'est ne plus être naturel. Enfin, je sais pas, c'est un peu des questions pour le bac, mais Non, je me généralement, questionne. déjà, il faut prendre en considération qu'on ne change pas pour l'autre. On change pour soi. D'accord. Et l'autre, et vu que c'est pour moi la définition de l'amour, mais c'est une définition de l'amour, l'autre doit nous accepter comme on est et comme on n'est pas. Mhm. Parce que sinon, il y met des attentes s'il n'accepte pas comme on est. Après, Mais du coup, si on change pour s'adapter. Oh, pardon, allez-y, pardon. non, mais du coup, si on change, eh ben, on vient révéler qui on est vraiment et en même Mhm. temps, on est une personne qui évolue, on change et même dans le couple, chaque personne change. On n'est pas la même personne au début de notre relation qu'on l'est au bout de 10 ans, qu'on l'est au bout de 2 ans, qu'on l'est au bout de 40 ans. On n'est pas la même personne. Déjà, au niveau individuel, on change. Et on évolue, la vie nous fait évoluer. Et donc forcément, on est en changement. On n'est pas bloqué dans un état d'être. On évolue quel que soit le contexte, quel que soit l'extérieur. Personnellement, on évolue, on fait des expériences qui nous font changer. Donc déjà, on est dans une évolution. Après que l'autre, comment dire, ne comprenne pas notre cheminement, que ne comprenne pas notre évolution ou nos changements, effectivement, venir communiquer dessus, mais on est dans l'effet miroir. Si l'autre nous reproche d'évoluer trop vite ou de trop changer, c'est que potentiellement lui ne change pas et donc ça lui renvoie son incapacité à changer ou son impossibilité à changer ou c'est quelque chose qu'il souhaiterait mais qu'il ne peut pas. Donc on est toujours dans cet effet miroir.
Et donc ça, c'est aussi son travail personnel à faire parce que il y a un travail individuel à faire de chacun aussi pour avancer. Et si l'autre vient à nous freiner, euh, c'est-à-dire qu'il faut se poser la question, est-ce que c'est quelque chose qui nous va ou pas? Est-ce qu'on peut prendre un temps pour effectivement attendre que l'autre soit aussi dans un changement, en sachant qu'on n'est pas forcément sur la même ligne en fait. Et c'est accepter ça aussi. C'est accepter qu'on n'est pas sur la même ligne. Mais pour autant, on peut se comprendre et on peut être ensemble, même si on n'est pas sur la même ligne d'évolution personnelle. Si on comprend l'autre et si on accepte l'autre dans ce qu'il est et ce qu'il n'est pas, Mhm. finalement, il y a pas cette question de discontinuité ou de problématique, puisque finalement, on voit l'autre s'élever, on voit l'autre continuer dans un chemin personnel on le voit être heureux. Pourquoi on ne serait pas heureux? C'est là où ça pose la question. Qu'est-ce qui fait que ça nous renvoie à quelque chose? On ne peut pas être heureux pour l'autre dans ce cheminement-là. Là, on est aussi dans l'effet miroir après. Donc, il y a vraiment, on peut être sur un chemin différent, on peut être sur une ligne de développement personnel différent et pour autant être dans une continuité de couple parce qu'on aura accepté ce que l'autre est et ce qu'il n'est pas. Après, ce qui va être dur dans le changement, c'est au niveau de tout ce qui a été instauré déjà depuis très longtemps. Donc j'entends au niveau familial. C'est-à-dire qu'une personne qui commence à changer alors que sa famille l'a connue depuis toujours et que là, on ne comprend pas le changement qui s'opère, ça suscite aussi des réactions. Mais ce sont les mêmes choses que l'effet miroir. Qu'est-ce que ça vient me renvoyer finalement? Et en même temps, pourquoi je ne serais pas heureux pour mon fils, ma fille, mon cousin, ma cousine, ma mère, mon père? Pourquoi j'ai ce sentiment-là alors que je vois cette personne qui est épanouie? Parce Tout qu'en à fait. soi, voir l'autre épanoui est source d'épanouissement aussi personnel. Ça veut dire on peut être rassuré, comment dire, ça peut nous inspirer aussi à nous, personnellement, nous dire, ah bah, je vois que là, elle a changé, alors je la reconnais plus, ça me déstabilise un petit peu. Mhm. Il y a des changements que je comprends plus, mais en fait, je vois que cette personne est heureuse. Et bah, quelle serait la raison pour moi de venir dire, hmm, je crois que tu as tort, je crois que c'était mieux avant, non? Mhm. Je peux venir le témoigner, je Exact. peux venir l'exprimer, mais en fait, ça Mhm. m'appartient de penser ça et de le dire. Mais là, c'est Mhm. parce qu'il y a des choses intérieurement que je dois moi aussi peut-être travailler. En tout cas, ça ouvre la D'ac- question. D'accord, donc c'est d'abord s'aimer pour ensuite aimer les autres, Oui, finalement. et vraiment, dans cette belle phrase qui est dit que tout changement vient de l'intérieur, Mhm. il est vrai, la porte du changement, elle ne peut être que créée intérieurement déjà. Si on attend que l'extérieur change, ça Mhm. ne marchera pas, parce que déjà on sera en attente, donc on crée des frustrations, puisqu'on n'est jamais satisfait de ce qui vient à nous. Et Mhm. parce qu'en fait, on a une fenêtre de tir qui est comme ça. C'est-à-dire qu'on veut que ça rentre par là où on a décidé. Mais donc, toutes les opportunités autour, on ne les laisse pas passer. Alors qu'en Mhm. fait, les opportunités qui auraient pu passer, finalement, auraient pu être les bonnes, en négatif comme en positif. Les expériences négatives ne sont pas forcément comment dire, ce qu'il faut réfuter. Forcément, les expériences positives, c'est à valoriser, on est d'accord. Mais les Mhm. expériences négatives nous forgent aussi, font l'expérience et nous apprennent sur nous aussi et sont source de levier pour se transformer et évoluer. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout changement doit venir de l'intérieur. Ce Mhm. qu'on souhaite voir à l'extérieur, il faut déjà se l'instaurer à l'intérieur, venir le créer. Et ça marche dans ce sens-là. On est en résonance avec l'extérieur. L'extérieur, et je prends ça au domaine large, que ce soit les événements de vie, que ce soit les personnes, le relationnel, les expériences, c'est en résonance avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il y a D'accord. quelque chose qui est en résonance. Alors après, c'est autant en négatif qu'en positif. Effectivement, quand c'est positif, on est OK avec ça. Quand ça Mhm. vient nous renvoyer quelque chose de l'ordre du négatif, c'est-à-dire un relationnel répétitif qui peut être toxique, par exemple, Mhm. et là on se dit, c'est-à-dire, comment ça que ça résonne à l'intérieur de moi? C'est là Mhm. où en fait le mental, l'ego vient être piqué parce que lui il cherche à contrôler, que c'est quelque chose qu'il veut pas voir. Mais oui, il y a quelque chose de toxique en nous aussi, c'est-à-dire pas forcément avec les autres, mais avec soi-même. Ouais. On vient se contrôler, on vient se manipuler parce que le mental est très présent et qui nous pousse à ce contrôle-là sur nous-mêmes et que finalement, bah, l'extérieur nous renvoie ça aussi.
Et donc, Ah, voilà. je suis désolée, ça va couper dans très peu de temps, parce que ça va faire 1 heure et c'est Instagram qui coupe. Du Mm. coup, je vous propose que on se retrouve pour un prochain live une prochaine fois. Et de toute manière, vous retrouvez-nous mercredi pour un nouveau live avec une autre praticienne, par contre. Mais on pourra finir cette question justement une prochaine fois. À D'accord. propos de ce live, du coup, il sera pendant 24 heures. Et on va l'enregistrer pour vous l'envoyer aussi. Merci beaucoup en tout cas d'avoir Merci participé, à toi, c'était Charlotte. gentil. Merci.